Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau récap AEW. Un nouveau récap Squash FM. Comme la semaine dernière, pour Fighter Fest, on se retrouve cette fois-ci pour Summer Blockbuster. Alors avant de démarrer, si vous avez la possibilité, pendant l'épisode ou à la fin, de me faire vos retours pour que je puisse affiner la formule, déjà, j'ai essayé de prendre en compte ce que vous m'aviez dit la semaine dernière sur le précédent épisode pour essayer d'ajuster quelques petites choses. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est mieux, moins bien, si vous préfériez que ce soit plus court, plus long. Là, on tente des choses pour Squash FM, donc le but c'est que la formule s'affine au fur et à mesure des semaines. Donc vraiment, n'hésitez pas du tout à faire des commentaires, que ce soit du positif ou du négatif. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Les choses qui sont bien, les choses qui sont moins bien, n'hésitez pas à me faire le récap. Le but, c'est que ce soit un format qui soit plaisant à regarder pour vous. Donc n'hésitez pas à commenter au niveau de la vidéo ou sur Twitter. En tout cas, on va pouvoir partir tout de suite pour Summer Blockbuster. Encore un show de 4 heures du côté de l'AEW. Normalement, le dernier avant un moment, mais 2 shows de 4 heures de suite après Fighter Fest. J'ai préféré quand même Summer Blockbuster à Fighter Fest, donc tant mieux que ça ait été dans cet ordre-là, que Fighter Fest ait été la semaine d'avant et Summer Blockbuster cette semaine, parce que sinon je pense que ça aurait été difficile de regarder Summer Blockbuster en entier, je pense. Maintenant, 2 shows de 4 heures, 2 semaines de suite, ça fait beaucoup. Moi, c'était presque le bord de la rupture. Il y a eu pas mal de matchs où j'ai quand même pas mal déconnecté, malgré le fait que la carte m'intéressait pas mal. Donc, un peu difficile, je trouve. Vraiment pas la formule qui me plaît le plus à ce niveau-là. En tout cas, on va tenter quand même de débriefer tout ça ensemble. Et on va faire un petit point là-dessus. Déjà, on se retrouve à Portland, devant 3300 personnes, donc encore un plus gros nombre par rapport à la semaine dernière. Je sais pas si au final ils avaient fait s'ils avaient complètement rempli l'arène, mais s'il restait des places, il ne devait pas en rester beaucoup. Mais en tout cas, c'est cool de voir qu'AEW fait au moins du quasi plein sur ce genre d'arène. 3000 personnes, c'est déjà beaucoup, surtout qui s'engagent pour 4 heures de show tout de même. Donc c'est pas rien. Donc ouais, le Theater of Clouds, l'arène sympa, et le public super réactif pour le coup, quasiment tout du long. Il y a quelques matchs, on va revenir dessus, mais où on sent que les gens ont un peu déconnecté. Mais bon, sur 4 heures, c'est compréhensible, tout n'était pas vraiment égal non plus tout du long du show. Et pour commencer le show, on se retrouve avec des petits segments d'introduction avec les catcheurs qui rentrent au fur et à mesure. Mais surtout, première chose intéressante, c'est qu'on voit Hangman arriver dans l'arène aux côtés de Christopher Daniels, qui essaye de conseiller Hangman Page, qui lui tire pas trop rigueur d'avoir mis fin à sa carrière. Bon, on le savait déjà un petit peu, on avait déjà eu les indications les mois précédents, mais on continue sur ce chemin-là de la rédemption d'Adam Page. De toute façon, c'est ce qu'il fallait. Adam Page a déjà complètement conquis le public, donc il fallait avoir un côté où il a vraiment une rédemption et où c'est vraiment le babyface. Donc même ses anciens ennemis, il lui pardonne. Et là, on y est complètement avec Christopher Daniels, qui lui a complètement, je sais pas, mais qui lui a pardonné en tout cas ce que Hangman Page lui a fait subir. Et donc voilà, qui lui indique également, un peu la même chose, de pas brûler les ponts avec de futurs potentiels alliés. Parce que sinon, il pourrait ne pas gagner contre Moxley et Death Riders, qui, du coup, eux n'hésitent pas à utiliser tout ce qu'ils ont sous la main pour gagner. Et il faut que Adam Page soit du même acabit. Et assez vite. Et c'est ça qui est cool avec AEW, c'est que très vite, on part dans du catch. Pas le temps de niaiser, on part tout de suite. Will Ospreay contre Swerve Strickland. Alors je pensais que le match serait probablement le main event, au final on l'a en opener, c'est pas plus mal, parce que dès le début, le public est chaud bouillant. Pour partir sur 4 heures, là ça permet vraiment au public de rentrer à l'intérieur du show, et puis même nous devant la télé, je pense que dès qu'on a vu les entrées, on s'est dit qu'on allait passer un bon moment, donc franchement une vraie affiche quali pay-per-view. Là, cette fois-ci, on nous a moins vendu Summer Blockbuster comme un pay-per-view, mais là, pour le coup, on avait une vraie affiche quali pay-per-view et pas n'importe quel pay-per-view, si on veut mon avis. Mais vraiment une belle... Déjà, rien que pour parler de l'affiche, on était vraiment sur une très belle affiche. Et derrière, on a quand même un super match qui va jusqu'à la time limit. Pour le coup, un match très intéressant.
on est sur un narratif un peu différent parce qu'on a quand même Swerve qui domine la grande majorité du match, j'ai trouvé. Avec des enchaînements sympas, les deux combattent très très bien tous les deux. Donc vraiment un match avec une belle alchimie, j'aimerais bien voir un peu plus, peut-être sur un contrat un peu plus viscéral plus tard, mais une bonne explication entre les deux hommes. On a un bon match et avec un Swerve un peu plus fort qu'Ospreay, mais un Ospreay qui refuse de perdre. En même temps, on peut trouver ça logique. Swerve et Hangman sont les deux hommes qui aujourd'hui sont censés dominer un petit peu la division masculine au niveau des babyface. Et Will Ospreay vient de perdre contre Hangman et d'admettre qu'Hangman est plus fort que lui. En tout cas pour battre Jon Moxley. Donc, ça paraît logique que Swerve ait une domination sur Will Ospreay. Moi, ça me semble logique. À ce niveau-là, je trouve pas de problème narratif là-dessus. Et franchement, le match rend bien parce que voilà, Will Ospreay, il a pas envie d'enchaîner 2 grosses défaites de suite. Donc certes, il a beaucoup subi, mais n'a pas perdu. Je trouve que la time limit était une belle décision. À ce niveau-là. Pour une fois, pas une time limit qui m'a trop frustré. Je trouve que c'est une time limit qui a beaucoup de sens narrativement, de mon côté. Après le match, on continue à raconter des histoires parce que c'est les Bucks qui arrivent. Avec les Death Riders également, tout le monde vient pour s'en prendre à Swerve. Mais surtout, le timing et comment ça a été cadré. Le save de Will Ospreay sur le double super kick, la super kick partie avec la Jordan cloutée, enfin punaisée plutôt. Le timing du save de Will Ospreay est incroyable, c'est super bien filmé tout du long. Franchement, pour le coup, on est sur une belle qualité de prod à ce niveau-là. Donc, j'ai beaucoup aimé ce passage. Et puis, ça continue un peu ce narratif de Will Ospreay qui est prêt à tout sacrifier juste pour faire en sorte que les Death Riders arrêtent de gagner. Et donc, si les Bucks sont les alliés des Death Riders, bah, c'est les ennemis d'Ospreay. Donc, le narratif continue. Est-ce que ça va faire dire à Swerve que il doit mettre de l'eau dans son vin et même s'il a pas envie d'aider directement Adam Page, au moins assurer de pas lui mettre des bâtons dans les roues ou en tout cas peut-être de continuer de s'en prendre aux Death Riders. Dans tous les cas, Swerve il a des vraies raisons de s'en prendre aux Death Riders dernièrement et surtout aux Bucks. Donc ouais, il y a quelque chose d'intéressant à raconter avec ça et puis on est sur quelque chose qui rend le tout intéressant et c'est cool de voir Swerve et Ospreay se rendre très pertinent même sans titre qui tourne autour d'eux. Actuellement, c'est ce dont on pouvait avoir peur après les dernières semaines et franchement, tout le monde est très pertinent là-dedans, sauf Wheeler Yuta. Derrière, on a Oka dans l'interview donc, qui se fait vite interrompre par Don Callis, qui vient se plaindre que Kyle Fletcher et Takeshita n'ont pas une chance pour unifier les titres de leur côté, alors qu'ils ont sur 6 bons d'un mois, il a pas tort. Mais bon bah, l'affiche que les gens veulent voir, c'est Kenny Omega contre Kazuchika Okada. Et on s'arrête là pour le moment, parce qu'on y reviendra plus tard. Derrière, on a leur business au complet qui s'en prend un Commander. Il me semble qu'ils disent que c'est des images d'avant le show. Il me semble que Commander était annoncé dans un match, je sais plus, j'ai un doute à ce niveau-là. Mais en tout cas, bon bah voilà, la classique MJF qui retire des masques à des Mexicains. Ce sera pas la première fois de la soirée qu'ils va le faire. La seule fois de la soirée qu'ils va le faire. Derrière, on a un match Mystico contre Blake Christian. Match sympa, ça dure moins de 5 minutes il me semble. C'est surtout pour showcase Mystico. De toute façon, c'est un super catcheur. On a eu le droit à des promos sur lui 2 semaines de suite. C'est sympa, c'est juste pour mettre Mystico over. Moi, c'est les moments que j'aime bien en fait dans ces semaines qui précèdent des shows mix. C'est les affrontements un peu milieu de carte, juste du match d'exhibition qui traîne comme ça. Et bah, juste le fait de pouvoir avoir un Mystico Blake Christian. Or, Blake Christian, c'est loin d'être un de mes catcheurs préférés. C'est pas quelqu'un que j'aime énormément. Mais le match reste sympatoche. Et le principe que ces affiches existent me font énormément plaisir. Donc, je peux accepter à moi aussi de mettre de l'eau dans mon vin et de me dire, bon,
J'aurais préféré voir Mystico affronter quelqu'un d'autre. Mais pour le bonheur du jeu, je peux accepter de voir ce genre de match. Surtout que tous les matchs n'ont pas besoin de durer une éternité quand ils ont fini de raconter ce qu'ils avaient à raconter. Derrière, c'était surtout ce match-là un prétexte pour avoir Mystico au milieu du ring pour faire venir MJF et leur Syndicate. Avec, bon bah voilà, hein, forcément, hein, MJF qui reprend un petit peu son rôle du espèce de héros américain méchant. Donc, logique et réaliste, on va dire. Moi, je trouve ça marche bien. Bon, après, forcément, ça fait un petit peu bosser sur le côté réactionnaire des États-Unis, mais bon, en même temps, oui. Écoutez, j'ai envie de dire, c'est du war classique. Il va dead name Mystico en l'appelant Sin Cara dans la promo. Bon, c'est pas la meilleure promo d'MJF. En même temps, on est plus sur une rivalité MJF contre le Mexique, histoire de le caler dans un programme d'attente plus qu'autre chose. C'est quelque chose qui se vend tout seul, c'est pour qu'il chope de la hit quand on sera au Mexique pour plus tard. Moi, ça me choque pas plus que ça. Ça marche. En fait, c'est de la hit facile. C'est ce qu'il faut, ça marche correctement. En fait, c'est de la hit que je vois bien pour un public mexicain qui a besoin que de ça au final, hein, pour vraiment vouloir défendre Mystico contre MJF. Alors ouais, il y a des biais un peu racistes dans le lot. Mais c'est fait exprès, MJF est un personnage détestable. Donc c'est normal que MJF ait des biais racistes. C'est comme à l'époque où SS117, quoi. Il a des biais racistes tout du long, mais c'est normal. Le personnage est écrit pour être un gros débile. Et ça fonctionne pareil pour MJF. Ensuite, le 3 contre 3. Dur Syndicate contre Mascara Dorada et Jet Speed, Mike Bailey et Kevin Knight. Alors moi j'ai été étonnamment déçu pour ce match-là, je m'attendais à beaucoup mieux. J'ai un peu déconnecté moi sur le match-là. En fait il n'y a pas grand-chose qui a retenu mon attention. J'ai essayé de m'accrocher sur les moments où il y avait Mascara Dorada dans le ring parce que je l'aime beaucoup. Mais, bon, j'aime beaucoup tout le monde à peu près sur le ring. Mais surtout, bon bah comme Mascara Dorada, c'est un mec qu'on voit pas souvent dans ce genre de contexte. C'est plus ces moments-là qui m'ont un peu marqué, qui m'ont surtout plus intéressé, parce que c'est pas tous les jours qu'on verra Mascara Dorada croiser le fer avec Bobby Lashley, Shelton, MJF, tout ça, donc ça m'intriguait pas mal. Et au final, un peu déçu de quasiment rien avoir à noter sur ce match-là de mon côté. Donc déçu. Pour le coup déçu, et bon bah MJF derrière après le match, il continue. Je crois que c'est Lord Syndicate qui gagne le match, il me semble. Je me le suis même pas noté de côté, mais un Syndicate qui remporte le match de mémoire. Et on continue le principe avec MJF qui retire des masques à des Mexicains. Bon, on va être comme ça jusqu'à Grand Slam. C'est pas étonnant, c'est facile. Mais en même temps, bon, c'est MJF, donc MJF, on est habitué à de la facilité dans ce genre de cadre, et ça marche bien. Suite à ça, on a les Death Riders qui arrivent avec Hangman Page. Donc là, on met vraiment un coup de fouet hein, au niveau de la rivalité pour All-In entre les Death Riders et Hangman. On met beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui se rajoutent. Hangman qui se fait agresser, qui arrive ligoté avec du scotch sur la bouche, accompagné par Claudio Castagnoli, Marina Shafir et un SDF. Et donc il va se prendre un bon beatdown des familles au milieu du ring. Et après on a une promo de Moxley assez classique qui nous dit que voilà, si Hangman n'est pas prêt, c'est la promo qui nous sort quasiment à chaque fois hein, que quelqu'un vient l'affronter, mais bon, en même temps ça marche, c'est pour générer un peu de hit. Juste, voilà, si t'es pas prêt à faire les choses qu'il faut, ben tu gagneras pas, et bon bah si tu gagnes pas, tu peux te barrer. Alors moi je trouve ça quand même curieux de balancer ça à Hangman, quand on sait que c'est probablement le mec qu'il a affronté qui est le plus prêt à tout faire. Surtout quand on s'en prend à lui ou à des éléments qu'il aime. Et pour le coup,
je pense que ouais, on est sur. Enfin, moi, j'espère qu'Hangman va gagner. J'espère qu'on va pas aller jusqu'à attendre Darby Allin pour remporter le titre. Je pense que c'est le moment qu'on attend tous en fait. C'est le moment de la libération pour tout le monde. On libère Hangman de sa course au titre depuis plus de 2 ans. On libère le public des Death Riders. C'est quelque chose que je souhaite énormément. En tout cas de mon côté. Après ça, on a un petit moment. Alors là, il y a eu un énorme blanc dans le public. On sent que ça a un peu. Ça s'est calmé. En fait, je pense que les gens ont réalisé qu'après ils étaient là pour 4 heures. Ils ont eu le match là, qu'ils attendaient pas trop. Ils étaient très hype sur la première partie. Et puis après là, ça a commencé à se calmer niveau public. Mais on a un tag match du coup entre Megan Ben, Penelope Ford qu'on voit sur l'image et Anna Jay et Tay Melo. C'est Anna Jay et Tay Melo qui remportent le match. J'ai trouvé que c'était sympatoche, mais c'est pas un match qui cassait 3 pattes à un canard. C'était surtout pour placer l'équipe de Tay Melo et Anna Jay, et puis surtout showcase le retour de Tay Melo à ce niveau-là. Mais surtout, ouais, l'impression que ça stagne déjà pas mal pour Megan Bayne. Je trouvais l'alliance avec Penelope Ford plutôt intéressante de mon côté. Ça fonctionne bien en duo, mais ça manque d'un titre par équipe pour alimenter le tout. On a des équipes sympas dans la division féminine, mais elles se battent un peu dans le vent. Donc on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent dans cette division par équipe, et c'est quelque chose que je trouve un peu dommage de mon côté. On pédale un peu dans la semoule. Derrière, on a un très beau promo package pour rappeler tout l'historique entre Kenny Omega et Kazuchika Okada. Alors j'ai fait exprès de mon côté de pas trop prêter attention parce que j'ai surtout au passage de match, parce que je compte me refaire les matchs après le Okada Omega de All In, parce que moi j'ai jamais vu les Omega Okada. J'en ai vu aucun dans le lot. Donc, une fois que le match sera passé, je me les referai tous. Enfin, je les regarderai tous pour la première fois. Et je les découvrirai un peu. Et donc, j'attends ce moment-là. Donc, j'ai fait exprès de pas trop prêter attention au moment match. Mais en tout cas, sur les moments parlés, c'était assez sympa. Et puis, c'est cool qu'ils mettent ce genre de truc. Ça permet à tout le monde de pouvoir comprendre. Parce que le catch, c'est très compliqué. Donc, voilà, je pense que vous avez enfin pu comprendre pourquoi c'était bien. Et derrière, on nous a présenté du coup la nouvelle ceinture unifiée. Je la trouve sympa, mais un peu trop peut-être ovale. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça me fait un peu penser à une espèce de chips, mais je trouve le design sympa. Mais moi j'aime les titres soit plus ronds, soit plus design, mais le côté ovale, moi c'est pas un truc qui me plaît énormément. Par contre, qu'est-ce que c'est doré, hein. C'est joli, hein. Le design de la couronne, etc. Elle présente bien, elle envoie énormément les petits disques sur les côtés rendent vraiment très joli. Ça fait vraiment ceinture très prestige. Quand je dis que voilà, j'aime pas le côté ovale, c'est vraiment le seul petit défaut que j'arrive à trouver. Oui, il sort de pinaille, hein. Mais même le logo AEW sur le cuir de la ceinture, j'aime énormément la ceinture. Je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Et puis derrière, on a Okada, qui visiblement rejoint la Don Callis Family, parce que visiblement Don Callis n'avait pas assez de heal avec lui. Et Omega, qui crache ses tripes. C'est génial qu'on y fait ça, franchement. Monsieur Kenny, merci pour ça, merci de nous offrir ce genre de choses. C'est trop bien, parce que ça met tout de suite de l'emphase dans la rivalité, ça apporte tout de suite une touche très personnelle, ça vient rappeler que voilà, Omega est quand même passé pas très loin de mettre un terme à sa carrière, voire pas loin du décès il y a pas très longtemps. Et ben voilà quoi, ça met tout de suite en valeur un Okada capable d'une ultra violence là-dedans, donc c'est pas mal. Moi j'aime beaucoup à ce niveau-là. Et puis bon, le seul reproche que je pourrais faire, c'est pas sur le segment lui-même, mais c'est sur le fait que est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre absolument tous les heals chez Don Callis? Je trouve que Don Callis fonctionne bien, mais je trouve que du coup le fait qu'ils soient aussi nombreux, et puis surtout qu'il y ait des heals aussi bons
tous paqués au même endroit, bah ça invisibilise pas mal ceux qui sont un peu en dessous. Rocky Romero, Trent Barreta, bon bah on les voit plus faire grand chose depuis que qu'ils sont dans Don Callis Family. Bon, on les voyait déjà pas faire grand chose avant, mais du coup, est-ce qu'il y avait vraiment un intérêt de les voir les rejoindre? Lance Archer, bon, il est là un petit peu en enforcer, bon, il a pas de bol parce que Brian Cage est blessé, mais bah pareil, il fait pas grand chose non plus. Il vient dans les multi-man match histoire de juste traîner. Alors, je suis un peu déçu de ce niveau-là parce que bon ben. Je pense, j'aime beaucoup le principe de clan un peu tentaculaire où il y a pas mal de monde. Je trouve juste que le clan au niveau de la Don Callis c'est mal réparti en termes d'éléments. Et que voilà, la hiérarchie, il y a peut-être un peu trop de membres au-dessus, surtout qu'on n'a pas l'air d'avoir de scission à venir. Et surtout, je pense que ceux qui y sont, il faut absolument pas qu'il y ait de scission. Je pense que Kyle Fletcher est très bien dans le clan, je pense que Takeshita y est très bien également. Donc j'ai pas envie de voir un des deux partir de la Don Callis Family. En tout cas, pas dans l'immédiat. Et rajouter Okada à ça commence à faire beaucoup de tête. Est-ce que ça aurait pas été plus pertinent de peut-être essayer d'élever un autre manager heel plus sérieusement? À voir, mais c'est la seule chose qui me... C'est pareil, on est sur du pinéage parce qu'on est sur des choses qui sont très bien au global, donc on pinaille un petit peu pour essayer de trouver des choses à redire. Mais petite chose qui me gêne un peu. Et donc voilà, Kenny Omega sort sur cercueil de l'arène. Et donc, on termine la période Dynamite pour commencer Collision. Et donc, boum. Alors certes, Omega est mort, mais Bring the Boom. Adam Cole arrive aux commentaires. Le passage est hilarant. La transition, Omega est mort, mais Adam Cole en a rien à foutre. Et on balance le boom là, avec le petit tantron comme ça. Franchement, c'est du rentard. Je sais pas qui a eu l'idée, mais c'est génial. Donc Adam Cole qui a s'installé au commentaire. Moi, Adam Cole, je le trouve assez pertinent au commentaire. Je pense qu'il devrait y rester tout le reste de sa carrière. Voilà. C'est juste une idée comme ça, hein. Et derrière, on part pour Kyle Fletcher contre Anthony Bowens. Le match est sympa. De toute façon, c'est un peu le global de tous ces matchs-là, hein. Ça reste un bon match dans l'ensemble. Je suis toujours un peu... Là, je suis un peu déçu pour Bowens parce que je trouve que ça prend pas. Je disais un peu la semaine dernière que bon, bah, Bowens, c'était quelqu'un que j'aime bien. Et j'aime bien qu'on l'envoie se frotter un petit peu au nouveau bon heel de AEW parce que bon bah ça l'aide à se forger et à peut-être se construire une crédibilité, mais j'ai pas l'impression que ça prenne particulièrement. Est-ce que on manque pas de quelque chose du côté de Bowens, surtout que bon bah il a des choses à raconter, il a une histoire un peu particulière. On peut se rappeler de la pop qu'il avait dit quand il avait officialisé le fait qu'il était game, il semble que c'était au All-In de Londres, si je dis pas de bêtises. Donc je pense que le public est prêt à soutenir Anthony Bowens, mais je trouve que la manière dont il est amené est peut-être pas la bonne. Est-ce qu'il serait peut-être pas temps de complètement se séparer du côté César Midadias, etc. Est-ce qu'il serait pas temps de complètement tourner la page parce qu'on a l'impression qu'on garde ça un peu en backup et du coup Anthony Bowens a un peu le cul entre deux chaises entre essayer d'être un bon performer face. Actuellement, c'était Sofiane qui le disait, et je suis assez d'accord avec lui, mais il est moins over que Max Caster actuellement, alors que je pense que personne s'attendait à ça parce que tout le monde déteste Caster, ce qu'elle détestait, et Caster a rien fait pour essayer de t'être aimé, et ben au final, il commence à devenir de plus en plus over, là où Bowens, j'ai l'impression que la hype s'amenuise de plus en plus et qu'il va peut-être falloir trouver quelque chose. Je pense qu'un Continental classique peut potentiellement l'aider à reprendre du poil de la bête. Mais est-ce qu'il y aura encore un Continental classique avec le titre unifié? À voir. Mais en tout cas, match correct, mais juste victoire de Kyle Fletcher assez logique. Voilà, juste un peu déçu de la tournure pour Bowens. Par contre, pour Kyle Fletcher, là, la tournure de lui de son côté, c'est parfait. Il n'y a rien à changer.
Donc c'est ça qui est un peu frustrant, c'est qu'on sent que la AEW est capable de bien le faire à certains moments, mais il y a des moments où il se rate un peu. On vient nous présenter derrière Atlantis et Atlantis Junior. Donc toujours dans cet aspect de renforcer un petit peu l'empreinte CMLL à l'approche de Grand Slam Mexico. C'est bien, ça permet de familiariser ton public avec ces gens-là. Et puis, en fait, ce qui est cool de faire ça, c'est que c'est une ouverture. C'est une ouverture à aller voir CMLL plus tard par tes propres moyens, si t'en as envie. Si ça te plaît, on t'a présenté pas mal de personnages de chez eux, pas mal de catcheurs. On t'a présenté quelques têtes. On a vu une annonceuse il y a pas très longtemps de CMLL qui s'était présentée à un show. On amène plus que juste du catch. On amène vraiment le mood CMLL à Entertainment Dynamite, et c'est ça qui est cool, c'est que du coup, on incorpore des petites choses. C'est jamais trop prenant pour pas que le show tourne uniquement autour de ça. Et il y a vraiment une incitation à la découverte, à dire bon bah voilà, vous aimez bien ces choses-là, et ben n'hésitez pas, les shows CML, ils sont disponibles, vous pouvez aller voir ça chez eux, ils le font très bien. Donc voilà, bien entendu, là on continue un petit peu sur la vague des dernières semaines, donc un peu à la même manière que MJF, Atlantis et Atlantis Junior sont interrompus par les FTR. Ça continue la vendetta sur le Mexique, ça finit en bagarre générale. Il y a Fletcher, Takeshita et Cicero qui interviennent. Il y a Bandido, Brody King et Adam Cole Templario qui arrivent en renfort du côté des Atlantis. Et oui, bon, c'est assez classique, c'est pour teaser un Ultimate Match la semaine d'après. Qui peut être sympa aussi, hein, ça peut être intéressant à regarder, on va voir, ça va être un spot fest assez rigolo je pense. Et une belle incitation à la découverte de catcheurs. Et ah oui, et puis à un moment, à la fin du segment, il y a une course poursuite entre Dax et Atlantis Senior. C'est hilarant, hein, franchement. C'est juste ça, moi ça m'a fait mon show. Hein. Une petite promo derrière avec Big Bill et Brian Kiss en backstage. Bon bah on continue, j'ai l'impression d'avoir vu cette promo déjà 14 fois avec Big Bill qui dit il faut stack the win. Bon bah c'est un peu dans la division tag actuelle quoi, c'est qu'il se passe pas grand chose. En fait ils ont déjà perdu contre les champions il y a quelques mois, donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, en tout cas ils seront interrompus par les Work Horsemen, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus. Je sais pas s'il manquait à quelqu'un, hein. Mais ils sont là, ils vont avoir un match qu'ils vont probablement perdre. Mais ben, qu'est-ce qu'on fait après quoi? C'est un peu le problème que j'ai avec cette division par équipe, c'est qu'on fait des choses, mais en fait il y a 14 programmes d'attente qui mènent nulle part, parce que c'est que des gens qui ont déjà perdu contre les champions. On perd contre les champions et après on fait d'autres choses. C'est un peu dommage, dans l'autre sens ce serait peut-être un peu plus pertinent. Derrière on avait Tony Storm contre Julia Hart, le match était pas dingue. Heureusement il y avait Mercedes Moné qui me rangeait. Sur le côté, voilà, hein, c'était des très beaux plans. Bon, on continue un petit peu à showcase la rivalité Tony Storm Mercedes en attendant All-In. Le segment de fin avec Mercedes qui donc attaque Tony Storm, ça reste pas mal. Le Mina Shirakawa qui vient faire le save, donc j'imagine pour mener un Mercedes Mina la semaine prochaine. Je sais pas si c'était annoncé ou pas. En tout cas, bon, point positif, j'en ai pas parlé la semaine dernière. Bon, ça a déjà été dit et redit sur les réseaux, mais quand même pour l'aborder un peu. Le retour du theme song de Stardom pour Mina Shirakawa, c'est vraiment une bonne idée. Et c'est cool que Tony Khan il soit capable d'accepter le fait que bon, parfois il se plante. Et du coup, bon bah il sort le porte-monnaie. Il a des thunes, donc il sort le porte-monnaie, il va acheter les droits du thème, et puis basta. Et puis bon bah voilà, le Dansaku Duro, merci Madame Mina Shirakawa. Le thème fonctionne, pourquoi en changer? Tout le monde est content quand il arrive dans l'arène. Ça marche bien. Donc, très bonne chose comme ça.
Derrière, bon bah voilà, on a eu la suite de Black Christian par rapport au Fatal 4 la semaine dernière. Ellie Johnson avec Ricochet qui disent qu'ils voilà, ils annoncent officiellement qu'ils ont envie de rejoindre le clan de Ricochet. Et Ricochet les recale en leur disant qu'ils sont nuls à chier. Je peux les comprendre, c'est quand la dernière fois qu'un des deux a gagné un match à la télé? Personne ne le sait. Donc voilà, Ricochet va pour le moins essayer d'aller recruter quelqu'un d'autre que les deux là. Mais je disais la semaine dernière que je trouvais que Black Christian et Lee Johnson ça matchait bien avec la vibe de Ricochet. Donc est-ce que ça va s'arrêter là ou est-ce qu'on va avoir une suite? À voir. Je suis curieux de voir si ça va mener vers un programme entre les trois. Moi, je pense qu'il y a une vibe qui peut matcher. On enchaîne avec le retour de MXM Collection sur la télé d'AEW. Ça faisait longtemps qu'on les a pas vus. Je suis content de les voir sortir du placard parce que je trouve que ça marche bien, moi, MXM Collection. C'est une équipe qui est fun à regarder. C'est une très bonne équipe dans ce qu'elle sait faire. Donc j'ai bien aimé, surtout dans le cadre voilà, d'un match intergender avec Willow et Taya Valkyrie. Parce qu'à MXM Collection et Taya Valkyrie contre Ishii, Willow et Mark Briscoe. Alors là, il n'y a pas eu beaucoup d'interactions homme-femme sur le match. Pour moi, c'est pas grave. Parce que juste le fait que le match existe sur de la télé hebdo comme ça, je trouve que c'est déjà un très bon test. Parce qu'en pay-per-view, tu peux faire un peu ce que tu veux, en soi. Sur de la télé, c'est plus dur de faire tout ce que tu veux. Et AEW, ils aiment bien jouer avec les limites. Ils aiment bien essayer de se dire « Ah, on aimerait bien rajouter ça dans nos shows ». Il avait fait un petit peu avec des matchs hardcore de temps en temps. Ce genre de choses. Donc c'est des choses qui peuvent faire peur aux chaînes de télé aussi. Et AEW, ils essayent. Et c'est vrai que bon bah, le match intergender, quand on est sur du format indépendant qui passe pas à la télé, c'est facile à faire, on va dire, entre guillemets. À la télé, ça a ses contraintes. Parce que, bon forcément, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu pour une chaîne qui doit oser accepter de diffuser ça. Donc, je pense que ce match-là, c'était peut-être un début de test. Pas pour qu'il y ait que l'intergender et qu'on soit comme à VXV où la fédération est complètement mixte, mais en tout cas pour que ça puisse peut-être exister dans le futur. Et moi, j'ai trouvé le test plutôt concluant, les gens sont réactifs, ça fonctionne bien dans l'arène. J'ai pas vu particulièrement de backlash sur les réseaux sociaux ou quoi, alors que pourtant les gens aiment bien chialer de manière globale. J'ai rien vu de négatif, donc on continue. Moi j'aime bien, on peut tester ça fonctionne bien. Alors derrière, je pense qu'il y a eu un petit problème dans le show, puisque Statlander s'est fait alpaguer par un SDF en dehors de l'arène. Heureusement qu'il y avait un caméraman pour filmer son visage. J'espère qu'une plainte a été déposée. Mais et j'espère que Statlander va bien et que voilà, elle n'aura pas besoin de repasser par un psychologue pour se remettre de tout ça. J'espère en tout cas qu'elle va bien, surtout. En tout cas, d'ici, je peux sentir l'odeur du SDF et pourtant j'ai énormément de respect pour tous les SDF. Mais celui-ci me fait beaucoup de peine. Énormément de peine. En tout cas, derrière, en fuyant le SDF, Statlander croisera Marina Shafir. Peut-être une invitation chez les Death Riders ou une rivalité. Ce serait bien de revoir Statlander sur de la télé de manière plus régulière quand même. Parce que c'est une super catcheuse et Willow aussi. Et il n'y a pas de titre pour elle de prévu. Donc ce serait sympa peut-être de voir quelque chose. Ah, là je suis content. Parce que voilà. Après Dynamite, c'est Collision. Et là j'ai mes Colliders. Là franchement... J'ai mes Colliders, on a Bandido contre Bismortos. Bismortos qui visiblement en plus vient d'être diplômé de son diplôme d'avocat. Donc, avocat le jour et taureau la nuit. La bête de Mortos. Franchement, merci. Voilà. Et moi je rêve qu'on porte plainte contre moi juste pour avoir Bismortos en avocat. Très honnêtement.
Et je lui demanderai de venir avec le masque, bien entendu. Mais là c'est mon collide. Là, c'est mes colliders qui collide. C'est le match que j'aime voir. Ça a peut-être tiré un chouïa en longueur, quand même. On sent que le public était pas trop dedans sur la grande majorité du match. Mais le finish, par contre, cette espèce de follow-away slam de Bandido sur Bismuthos depuis la seconde corde, il est impressionnant. Et franchement, déjà c'est cool que Bandido gagne là-dessus. C'est un super finish et d'un coup, ça a réveillé le public. Hein. Je pense même que une fois qu'ils ont vu ça, le public, ils étaient prêts pour 5 minutes de plus. Mais bon, ça s'arrêtait quoi. Pas de bol. Alors derrière, on a un peu le segment qui a fait un chouïa parler, parce qu'on a Eggman qui dit qu'il va confronter les Bucks pour leur dire bon bah voilà, de pas se mêler de ses affaires, de pas se mêler des affaires d'Ospreay et surtout de pas se mêler des affaires de Swerve. Eggman qui commence à prendre la défense de Strickland. Donc on est pas mal. Puis surtout voilà, Prince Nana et Swerve qui ont tout entendu derrière la porte qu'on voit dans le fond de l'image. Donc ouais, en fait le développement de cette rivalité là entre Adam Page et Moxley qui passe par plein de parties à gauche à droite, je trouve que ça fonctionne bien parce que c'est un peu ce qu'on a voulu nous faire dès le départ avec une espèce d'alliance AEW contre une alliance d'Ass Riders. Et moi ça me donne un peu cet effet là de voir pas mal de choses se rencontrer. Alors je trouve que AEW va même pas complètement à fond dans le sujet, je pense qu'on pourrait même aller beaucoup plus là-dedans. Mais en tout cas moi j'aime bien quand ça se croise, j'aime bien quand ça fait des petits allers-retours etc. Et pour l'instant ça marche bien. Donc je suis content de voir ça. Ça fonctionne bien en tout cas pour moi. Le second match de Tekla chez AEW contre Queen Aminata. Alors, est-ce que c'était vraiment un cadeau fait à Tekla? Parce qu'elle prend la victoire contre Queen Aminata, mais celle qui a vraiment brillé dans le match c'est Queen Aminata. Hein. Pour le coup, c'est vraiment une catcheuse subversive, c'est le genre de catcheuse qu'on aime bien voir. Est-ce que on n'aimerait pas voir Queen Aminata aller faire un petit tour, une petite piche du côté de Stardom, vu que visiblement on n'a pas énormément de plans du côté de WWE pour elle, si ce n'est la faire perdre des matchs. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant, en tout cas niveau présentation pour Tekla c'est super intéressant, elle est bien présentée, il y a un vrai côté Star Power qui fonctionne bien. Le problème c'est que est-ce qu'elle peut vraiment délivrer plus haut dans la carte? Je sais pas. Donc je suis un peu curieux de voir jusqu'où ça va aller pour Tekla. Parce que ça va pas titiller de la Toni Storm ou de la Mercedes en termes d'aura. Après c'est pas grave, il n'y a pas besoin d'avoir que des catcheuses qui ont ce niveau-là. Mais curieux. Surtout que voilà, je pense qu'une Queen Aminata, au final, t'avais un matériel super sympa déjà chez toi. Entre autres, parce que voilà, des Willow, des Statlander existent également dans ton roster. Est-ce que Tekla va pas vite finir par se noyer? Parce que déjà, moi dans ce match-là, c'est Queen Aminata qui a fait une bonne impression, quoi. Surtout qu'en plus, elle domine une belle partie du match. Donc même Tekla est pas complètement over dedans. J'ai du mal à comprendre comment le match a été écrit par rapport à ce qu'on veut nous raconter. Après, je suis très content que Queen Aminata ait quand même eu de la place pour s'exprimer, parce que c'est cool qu'elle puisse se mettre un peu over sur le dos de Tekla. Est-ce que c'était un accord entre les deux, que Queen Aminata allait se faire avait le droit de se mettre un petit peu over sur elle pour qu'elle gratte un petit peu du temps de télé plus tard? À voir. On a un petit segment avec Kip Sabian et Nick Wayne où on continue de teaser un peu la scission de Nick Wayne avec la patriarchie. Ça se dit en français? Je sais pas. Dites-moi en commentaire si ça se dit en français. Et n'oubliez pas, si vous êtes toujours là, de mettre un like à la vidéo. Et un commentaire. Mais je ne sais pas si ça se dit en français la patriarchie, mais on nous tease la chose. Et bien continuons de teaser, ça sera que la 17ème semaine de suite, vivement la 18ème.
Et on termine par le main event. On continue de nous mettre le parangon en main event de tous les shows de 4 heures. C'est mieux que la semaine dernière. C'est bien mieux que la semaine dernière. Mais oh là là, quand c'est chaud de 4 heures comme ça, faudrait peut-être nous mettre un match qui donne peut-être un peu plus envie. Un petit Takeshita Daniel Garcia en 1 contre 1. Ça aurait pu être sympa, non? Je sais pas. Mais ou un Daniel Garcia Chisero, j'aurais pris aussi. Ou un Roderick Strong contre Chisero, j'aurais adoré voir ça. Là, le 4 contre 4, je sais pas. En fait, le fait d'avoir eu le match la semaine dernière et d'avoir celui-ci cette semaine, à cause du match de la semaine dernière, j'avais pas une grosse envie de le voir celui-ci. Et c'est vrai que moi j'ai pas mal déconnecté pendant ce match-là, j'ai eu du mal à être très attentif. Donc ça m'a pas généré beaucoup d'intérêt pour ce match. Malheureusement, j'ai eu du mal à vraiment le cerner. Les moments où j'ai vraiment été attentif, ça avait l'air sympa, donc peut-être que je le regarde, mais est-ce que je vais avoir le courage de le faire? Je ne sais pas. Mais du coup, ouais, pour moi, ça manquait un peu d'intérêt comme match. Et on nous annonce d'ailleurs un match à 12 pour la semaine prochaine. Eh bien, écoutez, augmentons toutes les semaines le nombre de participants. En vrai, c'est fun ce genre de match. Juste. Je pense que en fait, c'est le placement dans la carte qui a. En fait, ça, après 4 heures. Pour moi, c'est difficile. En milieu de carte, je pense que ce serait peut-être quelque chose qui accroche plus, ou en opener, mais c'est peut-être uniquement moi. N'hésitez pas à me dire si le match-là a réussi à vous recaptiver pour le main event, mais je dois avouer que j'ai un peu lâché l'affaire à ce moment-là et j'étais à pas grand-chose de me dire bon, allez, je coupe, je m'économise les 20 dernières minutes et je vais faire autre chose. Mais j'ai quand même regardé jusqu'au bout, histoire de pouvoir quand même parler du show quand même. On y a regardé l'entièreté. Et bon, bah c'est là-dessus que ça se conclut au niveau de ce Summer Blockbuster. J'ai trouvé que ce Summer Blockbuster était quand même largement mieux que Fyter Fest. Largement, peut-être pas, mais qui était mieux que Fyter Fest. Il y avait des... C'était un peu mieux équilibré, on avançait un petit peu plus dans les histoires, etc. C'était assez intéressant, j'ai trouvé. Donc, bon show dans l'ensemble, mais 4 heures, c'est beaucoup, surtout pour du format weekly où tous les matchs sont pas aussi intéressants que sur une carte de pay-per-view. Sur une carte de pay-per-view, je veux bien faire l'effort d'être là pendant 4 heures et de tout regarder, etc. Sur du weekly, il y a des moments où il y a des petits segments de 2-3 minutes, des matchs où je suis moins intéressé que d'autres. Toujours déçu, pareil, sur cette division féminine qui, en 8 heures de show, a pas eu grand chose d'intéressant à raconter. Même autour de Toni Storm et Mercedes, c'est très classique, c'est un peu plat. Pas réussir à trouver un créneau pour parler vraiment de choses super intéressantes en 8 heures. Pour moi, pratiquement, ce qu'on est le plus intéressant sur les 8 heures, c'est peut-être le petit segment de Statlander en dehors du ring avec Marina Shafir et Wheeler Yuta. Donc, franchement déçu. Niveau féminin, pareil, très déçu. C'est division par équipe. 8 heures de show et la seule chose qu'on a à se mettre sous la dent sur la division par équipe, c'est Big Bill et Brian Kiss qui font un segment vestiaire pour affronter les Workhorsemen plus tard. C'est léger, hein. C'est super léger, quoi. Donc, on a beaucoup mis en avant la division masculine, comme souvent. Pour le coup, la division masculine est très bien mise en avant. Il y a des très bonnes choses qui sont racontées, et à ce niveau-là, c'est très bien. Donc, là-dessus, je pense qu'ils ont même pas besoin de faire plus d'efforts. Tout ce qui est autour de l'écriture de la division masculine est quasi parfaite. À peut-être 2-3 pinaillages près qu'on peut faire. Mais ce serait bien peut-être de réduire un peu la cadence. Est-ce qu'à la place de ce main event en 4 contre 4, est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir
un match féminin ou un match de la division par équipe à se mettre sous la dent. Je pose la question très honnêtement, est-ce qu'on a besoin de forcer autant que ça avec le parangon, ou est-ce qu'on pourrait pas laisser la place à des femmes qui peuvent être autant, si ce n'est plus compétentes que tous ces catcheurs-là. Je pense qu'il y a la place pour. Et ne pas le faire, c'est un manque un peu d'envie, à mon avis. Et bien en tout cas, c'est tout pour ce récap. C'est déjà très long, mais en même temps, ça a duré 4 heures. Donc merci à ceux qui m'ont écouté, de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, comme la dernière fois, à me faire vos retours pour savoir s'il y a des choses à modifier. Et je remercie tous ceux qui m'ont écouté. Et je vous dis à la prochaine sur Squash FM.